Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet essentiel, le réarmement démographique. Et au-delà des déclarations, quand même, c'est un projet pro-nataliste, un sujet extrême droite. Est-ce que vous tentez de récupérer ce Non, sujet-là pour le regardez. dédébiliser? Regardez, le sujet, vous posez le bon... Ah, dis donc, les CRCM nous manquent. Mais... Salut l'internaute, je te fais une introduction très rapide avant de te laisser avec ce pourquoi tu as cliqué. Tu as vu sur la vignette Prisca Thévenot, réarmement démographique, droit des femmes. Enfin, c'est le sujet de la chronique qui va suivre. Mais avant ça, je voulais me présenter à vous puisque vous êtes nombreux à rejoindre cette chaîne qui était un peu endormie pendant 3 ans à peu près. Ce qui équivaut au temps que j'ai passé aux médias, à la rédaction du Média TV, que vous connaissez sans doute, puisque beaucoup d'entre vous m'ont connu là-bas, encore plus m'y ont suivi, me resuivent aujourd'hui ici. Voilà, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la continuité. Je suis très heureux de pouvoir vous retrouver sur cette chaîne YouTube, mais aussi, et c'est l'objet de ce qui va suivre, sur la chaîne de l'Humanité, le journal fondé par Jaurès que vous connaissez, qui est un des principaux quotidiens nationaux. Et donc du coup, j'ai quitté le média. Alors, il y a plein de choses à vous dire, mais je ne suis pas là pour vous raconter pourquoi. Je n'ai pas envie de vous, de vous raconter ma vie personnelle, même si il y a des ponts, c'est pas très, j'allais dire, segmenté entre ma vie personnelle et professionnelle. Vous savez, c'est les choses, les frontières parfois sont poreuses, surtout dans ces métiers-là, ces métiers qui mêlent le social, le politique, l'intime, enfin l'intime et politique et vice-versa. Enfin, c'est plus complexe que ça, mais on n'est pas là pour ça, comme dans mon message sur Twitter et sur Instagram. Je vous ai dit, je vous ai écrit avec des mots choisis et pesés que j'ai été soulagé de partir. Ma dernière fois où vous m'avez eu à l'antenne, c'était le 23 septembre dernier, dans un magnéto, qui est en fait un reportage fait à l'Élysée ce jour-là. Il pleuvait très très fort, je me souviens, c'était avec André Malivit à la caméra. Et c'était un reportage qui était dans l'actualité, c'est-à-dire que ce jour-là, c'était le premier conseil des ministres de mémoire du gouvernement Barnier. Donc il y avait là, ce jour-là, une décision de ma part. Je devais quitter le média. Ça faisait longtemps que c'était dans mon esprit. Et voilà, j'ai sauté le pas ce jour-là. Et après, bien sûr, un départ, ça s'organise. Ça se passe pas toujours comme on le souhaite. Et voilà, donc le soulagement, c'est le mot. Je suis très heureux de ce que j'y ai fait. Vous êtes très nombreux. Si je vous explique ça maintenant, dans cette mini-intro, que j'espère pas trop longue avant d'aller dans la suite, c'est que vous êtes très nombreux, vraiment très nombreux à me poser cette question depuis que je l'ai annoncé depuis le 18 novembre, mais depuis hier soir. Et là, c'est une avalanche de messages en commentaire sous la vidéo d'hier soir. Alors, merci beaucoup de lui réserver ce succès-là. Mais aussi, je reçois même des emails de me demandant précisément pourquoi c'est dommage, etc. Non, c'est pas dommage. Si je suis parti, c'est que j'ai mes raisons et qu'elles sont bonnes et que je n'en dirai pas plus pour l'instant parce que je suis enthousiaste pour la suite. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui se passent, notamment ce qui va suivre dans cette vidéo. Chaque dernier mercredi de chaque mois, vous allez pouvoir me retrouver en chronique reportage dans un format donc plateau et extérieur sur le plateau de Ça ira, la nouvelle émission politique mensuelle de l'Humanité du coup. Présenté hyper bien par Théo et Mejdaline. Donc, et puis il y a plein de gens sur le plateau, il y a Loumi qu'on adore, il y a Valérie Damido. Ça, c'est assez rigolo, mais une personne qui est en fait pleine de convictions, pleine de critiques hyper intéressantes sur la société, les sujets politiques, etc. On va le découvrir ensemble le 18, la prochaine émission, puisque la première émission, il y a mercredi dernier, d'où est issue la chronique que je vais vous montrer maintenant. Comme la première fois que je suis allé aux médias, voilà, pour vous présenter le truc et vous y inviter de suivre là-bas, je fais pareil avec Luma aujourd'hui. Et ben voilà, il y a plein de gens qui interviennent. Il y a aussi l'émission dure 3 heures, donc allez voir les chroniques, les modules qui composent cette émission. Il y a de l'humour, il y a un invité politique ou une invitée politique chaque semaine. Il y a une partie culture avec Bolchegeek, c'est vraiment incroyable. Il y a plein de choses qui se passent, et pas que lui, il y a plein de choses dans cette émission. Moi, j'y interviens que 15 minutes sur les 3 heures, donc c'est vraiment... Mais c'est le fruit de plusieurs jours de travail, puisqu'on doit aller interroger des gens. Le but, c'est d'aller
confronter les responsables politiques, mais pas que, ça peut être un grand patron, ça peut être des gens de pouvoir, à leurs contradictions ou aux faits, tout ça intégré dans un élément d'actualité du mois, donc chaud, froid, alors c'est plus du hard news puisque c'est que la temporalité elle est mensuelle, bref, c'est un autre défi qui s'offre à moi aujourd'hui, je suis très enthousiaste de le relever, je suis très heureux de la première chronique, reportage, puisque c'est l'exercice est mêlé dans un objet journalistique que franchement j'affectionne énormément. Je suis très heureux d'ailleurs qu'on me fasse confiance comme ça à l'humanité, je les remercie encore une fois, et vous allez pouvoir le voir là juste après. C'est quelque chose d'assez jouissif de pouvoir faire du journalisme, le faire vraiment, et à la fois en plateau, à la fois sur le terrain. Donc voilà, et du coup c'est lié, mais je ne vais pas vous spoiler, c'est les 50 ans, la commémoration des 50 ans du discours de Veil qui ouvra la voie à une loi sur l'IVG venant l'autoriser. Bref, je vous raconte tout ça juste pour vous dire que merci beaucoup d'avoir été nombreux à vous abonner à la chaîne ces dernières heures. Je voulais me présenter à vous dire à quel point je suis très enthousiaste pour la suite. Il y a plein de trucs qui se passent en vérité dans ma tête et puis dans les choses qui peuvent arriver sur cette chaîne aussi, puisqu'on est nombreux depuis des années. On est 75 000, c'est quand même super, ça n'a pas bougé même si je suis parti pendant 3 ans. Je vous remercierai jamais assez de votre fidélité, franchement, vous me portez, c'est vraiment pas un mot en l'air, c'est vraiment depuis toutes ces années, ça me fait vraiment plus que plaisir, c'est vital pour moi. Donc merci beaucoup, on reste indépendant, on reste libre, on reste accroché à notre objectif de mieux s'informer, de correctement s'informer. Et bien c'est parce que c'est une des, j'allais dire le socle de la liberté qu'on souhaite acquérir et préserver à l'échelle individuelle comme à l'échelle collective, c'est l'information, c'est vraiment le savoir. Voilà, je vous laisse avec la chronique et puis on se dit à la prochaine sur cette chaîne et sur l'humanité dès le 18 décembre prochain. Ciao! On va aller prendre la température du côté de l'Assemblée nationale et pour ce faire, nous accueillons notre confrère, le journaliste Djemil Sanli. C'est l'heure de Contre-champ. Alors, pour planter le décor, Contre-champ, ce sera ta chronique politique mensuelle à l'UMA. Et pourquoi Contre-champ? Eh bien, parce que tu nous emmèneras caméra au point, poser des questions aux responsables politiques qui n'ont pas toujours envie qu'on leur pose des questions. Comme la porte-parole du gouvernement que tu as l'habitude de fréquenter lors des comptes rendus des conseils des ministres à l'Élysée, ça donne souvent lieu à des échanges croustillants. En avril, Arrêt sur Image a carrément enquêté sur l'impact de tes questions à Prisca Thévenot et à leurs conséquences entre intimidation, prise à partie en coulisses et changement soudain du dispositif vidéo à l'Élysée. Tu avais raconté tout ça sur les réseaux sociaux et l'histoire avait même eu un écho jusqu'au plateau de Quotidien. Le ton est donné, les présentations sont faites. Alors commençons, de quoi est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui? Eh bien pour ce premier numéro de Contre-champ, un indice, hier nous étions le 26 novembre et si cette date vous dit quelque chose, c'est normal, regardez. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame. Il y a 50 ans, donc, Simone Veil prononçait un discours historique à l'Assemblée nationale ouvrant les débats sur le projet de loi visant à légaliser l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse en France. Alors à l'époque, les conservateurs s'étaient fermement opposés à cette initiative défendue par une femme de centre droit. Simone Veil n'était pas de gauche, elle était ministre de la Santé et elle incarna à ce moment-là ce combat féministe, parfois en opposition avec sa propre famille politique. Alors une victoire législative qui est avant tout le résultat d'un long combat mené par les féministes, les militants pro-IVG et de gauche en général, avec des actions telles que le manifeste des 343 en 71 où 343 femmes déclarèrent à cette époque publiquement avoir avorté illégalement. Aujourd'hui, on commémore du coup, ces 50 ans, cette commémoration se heurte à une réalité politique complexe, on va en parler, voire grise, qui nous rappelle que le temps n'est pas une course linéaire vers plus de progrès pour les femmes. Mais tu veux dire qu'il y a eu des reculs? Alors, en 50 ans, il y a eu des avancées, il faut le reconnaître, et aussi des reculs, oui. De nombreux pays ont légalisé ou assoupli les lois sur l'avortement. Cependant, ce droit, comme d'autres, sont menacés ou restreints dans certains endroits du monde en raison de changements politiques, culturels ou religieux. Alors, on pense évidemment aux républiques islamiques d'Iran ou d'Afghanistan, mais aussi en Europe, à la Pologne, à la Hongrie, ou à la Russie de Poutine, dont les députés, les élus, c'est la même chose, ont récemment voté un texte interdisant aux femmes de promouvoir un mode de vie sans enfants. Il
finir, côté USA, le Libé titrait le 12 novembre dernier, je les cite, après l'élection de Donald Trump, les Américaines font des stocks de pilules abortives, ce qui donne le ton. Bon, d'accord, mais en France, tout est, tu me rassures, tout est bien OK, puisque on a constitutionnalisé le droit à l'avortement. Eh bien malheureusement non, tu le devinais bien, tout n'est pas OK en France et c'est pourquoi de nombreuses personnes et organisations féministes ont organisé et manifesté samedi dernier à Paris, partout en France, avec Franck Cartelet de l'UMA à la caméra, j'y ai croisé Yelena, membre de Nous Toutes, et Ania, secrétaire générale de l'UNEF. Écoutez-les. Avec la montée de l'extrême droite, nos droits sont toujours en danger. Pour ce qui est de l'IVG, on a essayé de mener un combat qui était d'inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution. C'est un combat qu'on n'a pas gagné en réalité. On a obtenu la liberté de l'IVG, mais pas le droit à l'IVG. Parce que la conséquence, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de véritable garantie d'accès à l'IVG pour toutes et pour tous. Si demain, un gouvernement décide de restreindre le droit à l'IVG, c'est possible. Nous, dans le milieu étudiant, on considère qu'il y a quand même des chiffres extrêmement alarmants. Des chiffres qui ne sont pas forcément republiés et que le gouvernement ne prend pas conscience. Quand on a quand même 6 étudiants sur 10 qui sont soit victimes de VSS, soit témoins de VSS et que personne n'en parle, que dans les universités, il n'y a rien qui a vraiment été mis en place pour pouvoir lutter contre les VSS. Aujourd'hui, le planning familial est plus menacé que jamais. Il y a beaucoup de centres qui ferment, il y a beaucoup de régions reculées dans la France où les femmes ont des difficultés à pouvoir avorter. Donc en réalité, ce combat pour le droit à toutes et à tous d'accès à l'IVG, il est toujours d'actualité. Donc en vrai, ça ne va pas. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Ah, ça ne va pas et ça continue à ne pas aller. Et il faut effectivement qu'on continue à se mobiliser, nous en tant qu'organisation syndicale, mais aussi avec les associations féministes qui luttent toute l'année contre les violences sexistes et sexuelles. Alors dans leur viseur, vous l'avez compris, évidemment l'extrême droite, mais aussi le gouvernement macroniste qui s'en accommode de l'extrême droite. Bruno Retailleau à l'intérieur, nous avons Patrick Hetzel à l'enseignement supérieur ou encore Annie Genevard à l'agriculture, pour ne citer que ces trois-là, qui ont tous voté contre l'IVG dans la Constitution en janvier dernier. Avec Aliénor Lyons à la caméra, je suis allé à l'Assemblée nationale la semaine dernière pour tenter de poser mes questions aux élus RN et macronistes aussi. Regardez. Juste pour l'humanité en quelques instants, c'est l'actualité en fait en ce moment chez nous, on s'intéresse au... Je peux vous suivre un petit peu. J'aurais voulu savoir en fait le RN aujourd'hui, comment il se place sur le terrain des violences sexuelles faites aux femmes et la défense des droits des femmes. Je pense qu'aujourd'hui pour protéger les femmes, il faut avant tout lutter contre l'islamisation de la société parce qu'on voit bien que l'islamisme, il y a un très beau projet de loi de Marine Le Pen de lutte contre les idéologies, notamment l'idéologie islamiste, c'est bien ça qui aujourd'hui remet en cause le droit des femmes dans la société. Il n'y a pas d'homme autre que islamiste qui pourrait s'attaquer aux femmes, on le voit quand même avec le procès Mazan, etc. Madame Berger, bonjour, pour l'humanité, une petite seconde. Excusez-moi, mais je peux passer. Mais bien sûr, vous pouvez répondre à nos questions. Madame Berger. Une de nos préoccupations, moi je suis... Il y a eu quand même 26 personnes du groupe RN qui ont voté contre ou s'est abstenu sur l'inscription dans la constitution de l'IVG. Oui, mais une majorité de députés RN qui ont voté pour cette constitutionnalisation dont moi je travaille là-bas. On avait notamment proposé des résolutions, notamment pour défendre le droit des femmes, je crois, sur différents types de maladies, et c'est des choses dont on s'est largement saisi au RN. Enfin, vos eurodéputés votent quasi systématiquement contre des progrès pour les femmes au niveau européen, par exemple. Ça contredit les déclarations. Alors, vous me posez des questions qui sont très subjectives, je trouve. Non, du tout, c'est des faits. La semaine prochaine, c'est l'anniversaire du discours de Madame Veil. Un mot peut-être sur ça? Toujours pas. Et puis encore là, il y a quand même le planning familial est ciblé par votre parti régulièrement. Je vois pas en quoi les plannings familiaux sont ciblés par le Rassemblement national. La baisse de dotation par exemple. Ah, c'est nous qui l'avons voté, la baisse de dotation. Mais c'est une promesse. Je pense pas, non. Non, je pense pas, non. Merci. Bon, Marine Le Pen, qui était dans l'enceinte de l'établissement et qui est en plein procès pour détournement de fonds publics, ne s'est pas risquée à venir spotter aux journalistes. Mais ces deux disciples, vous les avez vus, ont fait le job en rappelant les bases. Le RN est un allié des femmes en combattant l'islamisme. Alors voilà, circuler, il n'y a rien d'autre à voir. Et en vérité, un peu comme Trump aux États-Unis lors des dernières élections, Marine Le Pen, qui parlait d'avortement de confort, rappelons-le, encore en 2012, et dont des candidates, son parti promettait de s'attaquer au planning familial, jusqu'à encore il n'y a pas si longtemps, a opté pour l'ambiguïté et le silence sur le sujet. Mais en fait, c'est une stratégie pour brouiller les pistes ? Effectivement, ce qu'il faut comprendre en vérité, c'est que le RN, plus proche que jamais d'accéder au pouvoir, continue sa dédiabolisation tout en devant ménager la chèvre et le chou. C'est-à-dire qu'au sein du RN, il y a des franges plus extrémistes en fait sur ce sujet-là et d'autres un peu moins. Alors voilà pourquoi ils essayent de se montrer un peu normal en même temps dans cette séquence, une posture qui cherche à brouiller les pistes, comme tu l'as dit, en votant un texte, c'est effectif, contre les violences conjugales, tout en évitant de parler d'IVG frontalement et en continuant surtout à défendre des valeurs dites traditionnelles de la famille, anti-LGBT, et enfermant de fait les femmes dans un rôle de mère au foyer.
Mais c'est-à-dire via la promotion de la natalité, par exemple? Tout à fait. À l'instar de la Russie, dont on parlait tout à l'heure, de Poutine, dont l'extrême droite française, développe cet argumentaire appuyé sur une baisse de la natalité hexagonale, prétendument menaçante pour notre avenir, mais surtout servant bien là leur discours contre le Coran, remplacement, le discours fantasmé. Alors les femmes françaises, bien françaises, sont appelées alors à réarmer démocratiquement le pays, et si l'expression vous parle, je crois que oui, eh bien c'est normal. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet essentiel, un sujet crucial même pour notre pays, le réarmement démographique. Oui, il faut pouvoir mettre ce terme au centre du débat. Effectivement, Prisca Thévenot, notre regretté ex-porte-parole de gouvernement, redevenu, j'allais dire, mortel parmi les mortels, mais pas tout à fait, simple député, reprend donc l'expression employée par le président Macron lui-même il y a quelques mois. Les yeux dans les yeux sur Twitter, là, en fait, X désormais, elle nous parle pendant plus de 2 minutes, je cite, de l'enjeu de puissance et de croissance pour notre pays, ainsi que d'une question de dignité à avoir des enfants. Vous vous en doutez, évidemment, là, ça a fait hurler à gauche, mais pas que. Laure Lavalette, la porte-parole du Rassemblement national, s'est fendue d'un tweet pour lui reprocher une sorte d'hypocrisie de reprendre un thème cher au RN. Alors, par chance, j'ai croisé à l'Assemblée celle que j'avais l'habitude d'interpeller à l'Élysée il y a quelques mois pour les CRCM, les comptes rendus des conseils des ministres. Regardez. La semaine prochaine, il y a une autre actualité qui va arriver, et c'est un peu la vôtre. C'est le 50e anniversaire du discours de Madame Veil, vous savez, c'est la semaine prochaine. Et au-delà des déclarations, quand même, c'est un projet pro-nataliste, qui est un sujet qui est très... Mais quand même, c'est vu comme ça, qui est vu par l'extrême droite aussi, c'est un sujet de l'extrême droite. Est-ce que vous tentez de récupérer ce sujet-là pour le dédébaliser? Regardez, le sujet, vous posez le bon... Ah, dis donc, les CRCM nous manquent. Une nation qui est capable de se projeter avec des enfants, c'est quelque chose quand même qui est positif. Maintenant, et là vous avez raison de m'interpeller, c'est que je ne dis pas à toutes les femmes de ce pays, faites des enfants, faites des enfants. Vous le savez très justement, et si vous pouvez lire un certain nombre de commentaires, et beaucoup m'ont écrit en MP, quand il y a le désir d'enfant, pour plein de raisons légitimes, eh bien ce désir n'est pas assouvi aujourd'hui. Le mot réarmement pose beaucoup de questions, vous l'avez vu dans vos DM, vous le dites? Non, je l'ai vu en public, en DM non, en DM pas du tout. Vous voulez vous regarder, enfin encore une fois je pense qu'on peut se faire confiance, non? Merci. Et au-delà des déclarations, quand même, c'est un projet pro-nataliste, qui est un sujet qui est très... Mais quand même, c'est vu comme ça, qui est vu par l'extrême droite aussi, c'est un sujet de l'extrême droite. Est-ce que vous tentez de récupérer ce sujet-là pour le dédébaliser? Regardez, le sujet, vous posez le bon... Ah, dis donc, les CRCM nous manquent. Mais non, mais vous voyez le sujet, tout de suite, vous me rattachez au Rassemblement national. Quand on parle d'infertilité, quand on parle d'accès au logement, quand on parle d'enjeux économiques, quand on parle d'égalité salariale, parce que c'est aussi un enjeu, quand on place de parle aux crèches, est-ce que c'est un enjeu du Rassemblement national? Non, c'est un enjeu de femmes et d'hommes qui sont aujourd'hui dans des galères, dans des souffrances et peut-être qu'ils ne pourront pas assouvir leur désir d'enfant. Et donc ça, il faut le regarder. Et je parle bien quand il y a désir d'enfant. Et je suis en tout point opposée à la vision nataliste qu'a le Rassemblement national. J'ai déjà eu l'occasion de le dire au sein de cet hémicycle et je continuerai à le dire. Eux, leur modèle, c'est Orban, pas moi. Je vais vous laisser vous faire réagir pendant le magnéto, la leçon de la formule, n'est-ce pas? Oui, mais alors du coup, il faudrait que quelqu'un lui dise que sur le réarmement démographique, Emmanuel Macron, c'est pas lui qui est le premier, a priori. Et oui, alors c'est peut-être pas fier du passif de ce mot-là. En tout cas, elle a le sens de la formule, comme je dis, mais il suffit pas de se dire être du beau côté de la barrière pour l'être effectivement. L'usage du terme, comme tu le soulignes, réarmement, tout du moins juste celui-ci, d'autant plus utilisé dans un contexte d'actualité de guerre en Ukraine, où la Russie elle-même mène une politique nataliste guerrière, renvoie de fait, et elle le sait, les utérus à des machines à produire la chair à canon. Alors Prisca Thévenot, sur la défensive, comme vous l'avez vu, sait qu'elle joue sur une ligne floue et que son tweet vidéo, que je vous invite à aller voir, vous allez voir c'est intéressant, est idéologiquement bancal face aux idées d'extrême droite contre lesquelles son camp politique au pouvoir a promis de faire barrage. Mais alors justement, c'est quoi la position du nouveau gouvernement Macron-Barnier ? Eh bien, comme je l'ai dit en début de chronique, j'y suis allé ce midi au CRCM et Maud Bréjon, la nouvelle porte-parole, a simplement balayé toute critique faite sur le sujet, sur la politique menée par le gouvernement. Il n'y a pas de sujet pour elle, c'est circulé, il n'y a rien à voir. Alors pourtant, ce gouvernement, il faut le rappeler, est composé de plusieurs ministres problématiques, comme je l'ai dit plus tôt, et placé, ce gouvernement, sous la domination de l'extrême droite, idéologiquement, par un choix politique clair du président Macron. Et dans le concret, pour terminer, ce sont environ 130 centres IVG qui ont fermé en France ces 15 dernières années, selon le planning familial, réduisant de fait l'accès à l'IVG en France, qui est d'ailleurs très inégal sur le territoire. Les femmes et leurs alliés ont donc bien raison de continuer à manifester et à hausser le ton, car dans ce combat, comme dans tous les autres, rien n'est jamais acquis, mais continuellement conquis.
Merci beaucoup, Djemil, pour cette première chronique reportage pour l'UMA. Je vous conseille aussi d'aller voir le hors-série que l'Humanité a fait sur le sujet. Il est vraiment excellent. Donc, allez regarder ça. Loumi, Cyprien, est-ce que vous êtes au taquet pour réarmer le pays? Vous êtes comment là Ouais, non, mais je vais me lancer là. Parfait. Non, mais Prisca Thévenot, ce qu'elle dénonce, c'est quand même justement, c'est exactement ce que met en place son gouvernement en fait. Et voilà, elle ose parler effectivement des enjeux de logement, d'égalité salariale. Elle ose même parler des crèches. Voilà, d'ailleurs, on a Aurore Berger qui passe, qui n'a pas très envie de te parler visiblement. Tout à fait, qui est au centre d'un gros scandale d'État quasiment. Voilà, qui est voilà, dans un scandale justement qui est lié aux crèches. Et donc du coup, c'est vrai que c'est assez dingue quand même d'utiliser ces arguments-là et effectivement de s'étonner que dans ce pays, on ne veut pas faire d'enfants. Puis effectivement, comme tu disais, pour l'extrême droite, voilà, faut faire très attention parce que quand on dit si on met l'avortement dans la Constitution, effectivement, donc on ne pourra plus y toucher. Bon, déjà une Constitution, ça peut se modifier, hein, ça peut se changer. Et effectivement, si l'extrême droite arrive au pouvoir, comme tu l'as très bien dit, elle ne dit pas grand-chose, mais elle a quand même beaucoup de ses alliés qui, eux, évidemment, sont contre ce. Oui, et au-delà de ça, tu as raison de le dire. C'est parce que tu l'écris dans la Constitution que c'est effectif. Pour qu'un droit soit effectif, il faut qu'il y ait les moyens qui soient alloués. Et là, on peut dire que le budget 2025, un budget austéritaire de Michel Barnier, c'est un budget aussi contre le droit des femmes et contre les associations, contre les subventions, etc. Donc, Et puis rappelez, comme elle l'a dit au tout début dans le magnéto, Yelena, ce n'est pas le droit dans la Constitution. C'est souvent, d'ailleurs les journalistes se trompent quand ils disent le droit a été constitutionnalisé, ce n'est pas le cas, c'est la liberté de recourir à, et c'est qu'une liberté. C'est donc une protection contre l'interdiction, éventuellement, même si, comme tu l'as rappelé à l'instant, rien n'est jamais écrit pour toujours, et ce n'est donc pas le droit. Ce serait le droit, ça forcerait l'État à le garantir, ce droit, et ce n'est pas le cas. Donc tout est encore comme je disais, à conquérir en vérité ces droits-là. En tout cas, ça fait clairement réagir le chat de parler du réarmement démographique. Et du coup, il y a Louise qui dit « J'espère faire 15 enfants d'un coup ». Donc bon, a priori, les gens en ligne sont très motivés sur le sujet.